suis ravie. Aussi, Rosalio, c'est libanaise, Maï Ziad, libanaise, et Oui, les salons. Salah Seiti. Les salons Et qui Nadia étaient en Touaimi. Égypte. Les salons qui étaient en Égypte. Tout à fait. Et l'Égypte est une belle civilisation et une très belle culture aussi. Et je suis très heureuse de vous voir ce soir. Alors on constate que les mots brisent les frontières, les effacent. Ah oui, oui. Non, entre Libanais et Égyptiens, on a beaucoup, on vit ensemble. On vit ensemble en Égypte. Oui, oui. Notre patrie, c'est les mots. Exactement. Et c'est ce que nous laisserons. Voilà. C'est ce qui restera de nous, des mots. Alors je voudrais poser une autre question, Mona, ça concerne surtout vos sources d'inspiration. Oui. Qu'est-ce qui vous fait écrire et surtout, qui vous donne envie d'écrire? Quels sont les auteurs que vous admirez et qui vous ont peut-être déjà enfant donné cette envie de prendre le stylo et d'écrire? Alors par rapport à la poésie, je suis tombée très tôt dans le puits de Rimbaud, de Baudelaire et aussi de René Char, qui restent pour moi des poètes particulièrement chers parce qu'ils ont accompagné ma jeunesse. J'aime beaucoup aussi Dante, La Vita Nuova de Dante, en italien plus précisément, parce que la traduction est belle, mais elle ne rend pas la beauté pure d'un texte dans sa langue d'origine. J'ai très tôt, je pense, été influencée par Rimbaud. Le bateau ivre, ça reste l'un de mes poèmes préférés. Et j'ai eu la chance de rencontrer la poésie d'une poète libanaise qui s'appelle Nadia Touaimi, très grande poète libanaise, d'expression française, et qui m'a touchée par sa sensualité. Je pense que je lui dois beaucoup de cette sensualité qu'on trouve dans mes poèmes aussi. Et pour la littérature, je suis très camusienne. Très camusienne, profondément camusienne, et profondément attachée à la culture de Erasme. Donc Camus, Erasme, c'est l'humanisme. Je pense que ce sont mes deux auteurs phares, et Marguerite Duras, sans conteste. Alors, je vais aussi aborder un autre aspect. Vous enseignez la langue française. Oui, je suis prof de lettres. Et peut-être que la question va être difficile, il sera peut-être difficile d'y répondre, mais parvenez-vous à donner le goût de la poésie à vos élèves? Oui, puisque mes élèves participent chaque année au concours de la francophonie, 10 mois 10 mots, et que je pense avoir fait naître des vocations, certaines. Je pense que lorsqu'on est passionné de poésie, on ne peut pas ne pas la transmettre à ses élèves. Et tout à l'heure, je parlais avec notre collègue en écriture, et je disais que de toute façon, professeur, c'est être en représentation. Nous sommes des acteurs de théâtre, nous sommes des joueurs, et si on est un bon acteur, la pièce est réussie. Et si on ne l'est pas, c'est un fiasco, et on se fait huer. Je pense que c'est primordial d'aimer ce qu'on fait, et d'aimer transmettre, parce qu'aujourd'hui, seule la culture, et j'espère qu'on nous entend très fort, parce que la seule arme, c'est la culture. C'est par la culture que nous sauverons le monde, et rien d'autre. Alors j'espère qu'à la fin de cette séance, quand on lira le troisième acte de Phèdre de Marina Tsvetaeva, j'espère qu'on ne sera pas hué, mais plutôt qu'on suscitera l'émoi, le plaisir parmi nos auditeurs. Mona, c'est peut-être le moment de lire des extraits. Avec plaisir. Écriture. Je retiens sur ma peau ton parfum, soleil, Dieu aux lances foudroyées, et je bois ta lumière au bout des fins, lorsque la vie se meurt sur les graviers. Toutes mes louanges te sont dédiées, et je célèbre ton royaume africain, qui sommeille dans le joug des glaciers, tel un cadavre qui renaît au matin.
Soleil du pays immortel des cocotiers, je te vénère encore, toi, le vieux sein maternel, où dorment tous ces cahiers, dont j'extrais, ô bonheur éternel d'écrivain, tout mon vin et tout mon pain, mon damier et toutes les saveurs du berceau africain. Partie qui s'intitule Le pays des cèdres. Beyrouth une nuit, le rideau de ma vie retombera, et seule ma douleur s'accentuera. Les hiboux sont morts, j'éprouve de terribles remords. Les étoiles de mon esprit se sont éteintes. Sur mon cœur demeurent de drôles d'empreintes. Du bout des doigts, je te dessine, Beyrouth. Je dessine cette vieille racine, minée de l'intérieur de ta voûte. Un spectacle qui trop tard s'anime. Puis la flamme devient incandescente. Puis je me trouve impuissante, impuissante, face à cette flamme du soir, éclairage piteux qu'on recouvre de noir. Alors, il faut vous imaginer Mona qui lit ces textes tout à l'heure, dans un petit moment. Elle sera Phèdre. Mona me laisse le plaisir de lire le texte Tyr, où j'ai eu aussi l'occasion de me rendre dans une autre vie. Ton ciel s'est ouvert sur des nuances de saphir, balançant le cri du futur vers la cité des martyrs. Tes murailles résistent encore dans cet océan de navires où s'éveillent tous les corps lorsque tu t'endors. Tyr. Et ta voix se suspend dans un murmure d'éternité quand sur l'ossature du vent tu encenses les oliviers qui veillent tes océans lorsque, minés, gisent tes piliers. Je terminerai donc j'ai voulu écrire le mot comme l'on rêve d'éternité, comme l'on quête le beau, comme l'on crée l'humanité. J'ai caressé les cygnes à la lueur du crépuscule et j'ai tracé les lignes de mon dernier opuscule. J'ai palpé les paragraphes et parsemé dans le vent les mots, odeur de sens de mon premier épitaphe. Je vous remercie. Merci Mona. Très émouvant pour moi de me lire moi-même. Alors, chers amis, la transition est un peu difficile puisqu'on va passer de Mona Azam, poésie contemporaine, à Marina Tsvetaeva, traduite par Florian Voutev, ici présent. Et donc, nous allons faire un grand bond dans le temps. On retourne en mythologie, Artémis, Hippolyte, Phèdre, Thésée et tant d'autres. Et ce soir, nous allons parler un peu de cette traduction que Florian Voutev vous propose. Florian, pourquoi la Phèdre de Marina Tsvetaeva? Je vais commencer par avouer que quand la direction de Vibration Édition m'a proposé de faire une nouvelle traduction versifiée de la pièce de théâtre Phèdre de Marina Tsvetaeva, je ne la connaissais pas. Bien sûr, je connaissais Tsvetaeva, j'avais déjà traduit quelques-uns de ses poèmes les plus célèbres, mais je ne connaissais pas cet ouvrage. Dès la lecture des premières strophes de la scène inaugurale, j'ai attrapé la fièvre traductrice et je suis rentré dans une sorte de
communion quasi extatique avec l'Antiquité grecque et l'univers poétique de Tsvetaeva. C'était comme si j'étais à la fois en première loge devant un beau spectacle et dans les coulisses de la création littéraire. C'était merveilleux. Au-delà de mes attachements personnels dorénavant à cette pièce, je dois préciser que Tsvetaeva est de plus en plus lu en France ces dernières années et que c'est un poète qui émeut profondément le lecteur français. Et dans sa Phèdre, justement, on retrouve toutes les caractéristiques récurrentes de sa poétique. Son lyrisme monumental, l'intransigeance de son éthique, la dimension orale de son verbe poétique et la musicalité parfaite de son vers. C'est pour cela que l'un des premiers objectifs de ma traduction, c'était de recréer, de reconstituer l'acoustique de cet ouvrage, avec toutes ses caractéristiques sonores, ses rythmes métriques et ses rimes, et ses assonances. Le deuxième objectif qui va de pair avec lui, c'était de ne pas raconter une autre histoire et de ne pas faire de ma traduction une belle infidèle de l'original. Le troisième objectif, qui est à cheval sur les deux, c'était de convertir le texte tsvetaïvien, souvent dense, hermétique, opaque, en un texte français clair, intelligible, compréhensible pour le lecteur français. Toutefois, animé par l'esprit et le souffle brûlant de Marina Tsvetaeva. Y suis-je arrivé, ce sera au futur lecteur d'en décider. Merci Florian. Alors j'ai oublié tout de même de préciser que Florian Houtev est aussi traducteur de Eugène Onegin et d'autres œuvres. Florian, qu'est-ce qui vous motive, à part les commandes, qu'est-ce qui vous motive quand vous décidez de choisir un auteur russe? C'est très simple. Ce sont des textes poétiques, que ce soit de courts poèmes, de grands poèmes, des pièces de théâtre, des romans, en l'occurrence Eugène Onegin, puisque c'est un roman en vers. J'aime les textes poétiques qui éveillent en moi des émotions que j'ai envie de transmettre au lecteur français et qui créent des images que je veux faire découvrir au lecteur français. C'est très simple. Et pour finir, ce sont des textes qui me donnent des réponses que je cherche souvent dans la vie. Et c'est merveilleux de les partager et de les suggérer aux lecteurs français. D'autre part, Florian, vous avez un parcours, j'allais dire, professionnel assez atypique. Est-ce que cette expérience qui vous a mené du palais à aujourd'hui, est-ce que tout ceci permet de vous aider à traduire la littérature et en français versifié? Sûrement, il y a un lien pas tellement évident entre mon ancien métier de danseur de ballet classique. J'ai été un serviteur de Terpsichore. Et peut-être c'est le mutisme de cette muse m'a poussé vers un art, vers l'art par l'expression du verbe, en l'occurrence la traduction versifiée. Évidemment, peut-être ce besoin de rythme, de musicalité, et qu'avant, je donnais libre cours avant avec mes pieds, maintenant j'essaie de le faire avec les mots. Merci Florian. Alors, je crois qu'on peut faire peut-être un petit passage, un petit détour, en compagnie de Florent Delporte, le président de l'association Marina Tsvetaeva, un petit détour par la vie de Marina. Exactement. Florent, pourriez-vous nous rappeler en grande ligne cette existence tragique qui rappelle par certains aspects la pièce dont on parle, Phèdre, et d'autre part, l'importance de Phèdre? Donc effectivement,
La vie de Tsvetaeva, 1892-1941, 49 ans d'une vie intense, une vie qu'on ne peut pas résumer en 5 minutes naturellement, mais quelques grandes lignes. Je suis moi personnellement ravi de voir que Marina Tsvetaeva est de plus en plus publiée, de plus en plus lue en France et qu'il y a de plus en plus de gens qui me disent « Nous connaissons Marina Tsvetaeva ». Qui est une des grandes voix de la littérature russe et de la poésie russe, mais aussi une des grandes voix de la poésie universelle. Et donc c'est un grand bonheur de voir une des œuvres effectivement les moins connues publiées aujourd'hui, grâce à Jean-Marc Collet aux éditions Vibration et grâce à Florian avec sa magnifique traduction. Marina Tsvetaeva, c'est un poète, alors quelques grandes étapes de sa vie. Déjà, c'est un poète moscovite. Elle naît dans un milieu extraordinairement propice. Sa maman est une musicienne de très haut niveau. C'est une très grande pianiste. Sa maman, elle va lui enseigner la rigueur de la musique, la rigueur du piano. Marina Tsvetaeva va très rapidement se détourner de la musique pour une autre musique, celle des vers. Pour plusieurs raisons, mais peut-être la plus grande rupture qui va se faire avec la musique traditionnelle, c'est simplement la mort de sa mère. Elle a 14 ans et sa maman meurt de tuberculose après une lente agonie. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles véritablement il y a une espèce de coupure. N'oublions pas que sa maman était aussi une très grande littéraire. Elle avait une bibliothèque extraordinaire, elle parlait plusieurs langues, elle parlait polonais, elle parlait allemand. Marina Tsvetaeva connaît la littérature allemande quasiment mieux que personne. Elle connaît des auteurs qui à l'époque sont très peu connus comme Friedrich Hölderlin grâce à sa maman. Et de l'autre côté, un père aussi totalement extraordinaire qui lui est professeur d'université, il enseigne les beaux-arts et il va créer le musée des beaux-arts de Moscou. Et là encore, il y a dans cette famille quelque chose qui va être chez Tsvetaeva, c'est la vocation. La maman se voue totalement à la musique, à Chopin, à Beethoven, qui sont ces deux grandes figures tutélaires. Et le papa, lui, va travailler d'arrache-pied. Il va faire le tour de l'Europe en permanence pour aller dans tous les musées, pour essayer de voir les plus grandes œuvres, pour en faire des copies, et dans le but donc que ces copies soient visibles dans ce nouveau musée qui va naître à Moscou. Et je pense que Marina Tsvetaeva va avoir aussi cette même vocation. Et c'est ça qui la rend à la fois touchante et brûlante. C'est que dans les pires moments de sa vie, et Dieu sait qu'il y a eu des moments terribles dans sa vie, Tsvetaeva ne cesse jamais d'écrire. Tsvetaeva a ses cahiers avec elle, qu'elle protège quasiment autant que ses propres enfants. Et Tsvetaeva continue inlassablement son œuvre, car elle le sait. Elle sait que, malheureusement pour elle, ses écrits de son vivant ont été peu publiés et peu connus. Mais elle le sait, elle l'a dit dans un poème. De mes vers, comme d'un vin précieux, viendra le tour, elle dit. Et elle est persuadée, toute petite, qu'elle a en elle cette vocation poétique, ce génie poétique, et que petit à petit, cette œuvre va grossir et qu'elle va être reconnue un jour. Et aujourd'hui, effectivement, Marina Tsvetaeva est reconnue non seulement comme un des plus grands poètes russes, mais un des plus grands poètes en soi. Cette œuvre, c'est une œuvre hétéroclite, mais quand même, l'ancrage de Marina Tsvetaeva, c'est la poésie. La poésie, donc plus de 1000 poèmes aujourd'hui publiés, des poèmes de différentes tailles. Vous avez des poèmes qui peuvent faire quelques strophes, et les grands poèmes de Marina Tsvetaeva, qui rappellent les grandes élégies d'Huino, de Rilke ou d'autres, qui sont des textes qui peuvent faire 20-30 pages, mais qui sont quand même de très grands poèmes absolument magnifiques, et souvent d'ailleurs de très grandes difficultés. Vous avez aussi bien sûr, alors le théâtre, on en reparlera tout à l'heure, très peu de pièces, 5 ou 6 pièces seulement, mais elle s'y essaye, quelques contes, en particulier le conte du gars, qui est un des contes les plus intéressants qu'elle a écrit. Alors ça, je vous le conseille aussi, parce que Marina Tsvetaeva, le gros problème, et heureusement on a des gens comme Florian parmi nous, c'est que le grand problème de Marina Tsvetaeva, c'est qu'elle écrit en grande majorité en russe. Donc il faut toujours passer par la traduction.
mais vous avez une fois dans sa vie où Marina Tsvetaeva, vous pourrez l'entendre dans sa propre langue, telle qu'elle l'a voulu, et c'est la langue du français. Elle a écrit un conte qui s'appelle Le Gars en russe, et en arrivant en France, elle a décidé au début de le traduire. En réalité, ce n'est pas une traduction, elle le réécrit entièrement. Et donc vous aurez un aperçu en lisant ce texte du gars qui est publié aux éditions des femmes, l'occasion d'entendre Tsvetaeva par elle-même en français. Et alors aussi, naturellement, les correspondants, c'est une grande personnalité qui écrit énormément, qui connaît beaucoup de monde, et donc les correspondances en français sont assez peu traduites, mais il y a quand même beaucoup de volumes que vous pourrez lire et qui sont absolument passionnants parce que dans ces correspondances, Marina raconte non seulement sa vie quotidienne, mais aussi toujours des analyses littéraires, car la littérature, c'est sa vie, la poésie, c'est son souffle, tout le temps. Donc voilà globalement une œuvre absolument monumentale, et puis une prose autobiographique où elle parle de sa vie, souvent de manière assez personnelle. Tout le monde n'est pas d'accord, des gens qui ont vécu les mêmes événements se disent voilà, c'est très retravaillé, mais là aussi cette prose autobiographique est absolument magnifique. Donc l'enfance de Marina Tsvetaeva se passe à Moscou. C'est une petite fille déjà assez rebelle, qui, donc, comme je vous l'ai dit, a une passion dévorante pour la littérature, et elle dévore, elle lit tout ce qu'elle peut trouver. Et une de ses grandes passions, c'est la littérature française. Et elle est tellement passionnée par la littérature française qu'elle lit dans le texte, puisqu'elle a appris très tôt le français grâce à sa maman aussi, qu'elle va commencer à l'âge de 14 ans une traduction de l'Aiglon d'Edmond de Rostand. Malheureusement, cette traduction, elle va le traduire entièrement. Malheureusement, elle va s'apercevoir que cette traduction existe déjà, et Marina Tsvetaeva est un personnage qui a un tempérament déjà fougueux à cette époque, et elle brûle ce manuscrit. Donc, la première partie de sa vie donc, est assez heureuse, on va dire, et à 20 ans, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui va lui totalement bouleverser sa vie, qui s'appelle Sergei Efron, qui se trouve ici, donc le premier ici, je vous le mets ça, voilà, qui est ici. Un magnifique jeune homme qu'elle va rencontrer en Crimée, qui va devenir l'homme de sa vie, et qui va l'entraîner malheureusement aussi dans un nombre de mésaventures absolument terrifiantes. Nous sommes en 1912. 1912, vous l'avez compris, la grande histoire va venir perturber l'histoire de Marina Tsvetaeva, l'histoire intime de Tsvetaeva. 1914, Sergei Efron décide de partir. Non pas, alors à la guerre, il aurait bien voulu aller combattre, mais il est tuberculeux, il ne peut pas. Donc il décide de partir, mais de s'engager comme infirmier. Donc c'est la première rupture avec Tsvetaeva, et Tsvetaeva va se retrouver déjà toute seule avec une petite fille qui s'appelle Arianna, qui est née aussi en 1912. La Première Guerre mondiale n'est rien pour Tsvetaeva, c'est surtout la révolution qui bouleverse tout et qui va véritablement, pour elle, être catastrophique. En 1917, Sergei Efron est catastrophé par l'arrivée des bolcheviks au pouvoir et il décide de s'engager dans les armées blanches. Deuxième départ de Sergei Efron, Tsvetaeva se retrouve de nouveau toute seule à Moscou avec ses deux petites filles, puisque une nouvelle petite fille est née, Irina. Et là, ça va être une vie beaucoup plus difficile, parce que bien sûr, pendant la Révolution, on n'a plus de quoi se chauffer, plus de quoi manger. La situation matérielle devient terrible, à ce point terrible que sa deuxième petite fille va mourir de faim dans un orphelinat. Mais Marina continue à travailler. Cela ne diminue en rien sa motivation. En 1922, première grande rupture dans sa vie, parce que depuis quasiment 4 ans, elle est sans nouvelles de son mari, qui lui combat sur le front avec les armées blanches. Et en 1922, donc, elle apprend que Sergei Efron a trouvé refuge à Berlin, puis à Prague, où il a une place comme étudiant dans l'université de Prague. Tsvetaeva l'apprend et elle ne fait ni une ni deux et part donc pour Prague. Va commencer pour Tsvetaeva donc une longue période d'émigration qui va donc durer de 1922 à 1939. 3 ans à Prague, puis elle décide de trouver un nouveau souffle et elle espère trouver ce nouveau souffle à la fois personnel et littéraire, poétique, à Paris.
À Paris, elle vivra dans la banlieue sud de Paris, que vous connaissez peut-être, donc Meudon, Clamart, Vanves, dans des conditions assez difficiles. Mais ce qui est le plus difficile pour Tsvetaeva, c'est que Tsvetaeva ne trouvera jamais véritablement sa place littéraire à Paris. Elle est publiée ici et là, mais ses publications sont très modestes. Elle ne publiera qu'un recueil de poèmes en 1928, et la grande majorité de ses textes sont publiés dans des revues d'émigration russe, donc quelques textes régulièrement, naturellement, mais pour un auteur de ce niveau, c'est quand même extrêmement peu important. Je l'ai dit tout à l'heure, le destin de Tsvetaeva est marqué par le destin avant tout de son mari. Son mari, lui aussi, ne supporte plus la France. Il a envie de retourner en ce qui est devenu l'URSS. Il a envie de participer à la création de ce nouveau monde en quel il croit, sincèrement. Mais et il va commettre on peut le dire quand même une erreur, c'est qu'il va se faire approcher pour pouvoir avoir un passeport soviétique. Il va être approché par les services secrets soviétiques et il va travailler pour eux. Et donc, là c'est la partie sombre bien sûr, hein, de Sergueï Efron, qui est autrement un personnage qui lui aussi est un idéaliste véritablement. Et Sergueï Efron va se retrouver donc mêlé à des, on peut le dire, à des attentats. Alors c'est pas lui qui tue, mais c'est lui qui surveille. Et à un moment, en 1937, un attentat se passe très mal et donc il doit retourner en URSS en toute urgence pour éviter un scandale politique. Tsvetaeva, sans sa famille et sans ses cahiers, Tsvetaeva n'est rien. De toute façon, en France, elle considère que la période française ne servira plus à rien. Elle pressent déjà, parce que Tsvetaeva est non seulement un auteur littéraire génial, mais c'est aussi quelqu'un qui a une intuition politique. Elle voit la montée du fascisme avec une terrible inquiétude. Et en 1938, elle va écouter Chamberlain, elle va écouter Daladier, et dans ses correspondances, vous pourrez lire, elle dit « Ces gens-là n'ont rien compris, le péril nazi va nous emporter. Et qui va nous sauver? La Russie. » Et elle décide donc de repartir pour retrouver toute sa famille. La fin de cette vie est naturellement tragique. Sergueï Efron, en arrivant en URSS, va être arrêté par les propres services secrets pour lesquels il a travaillé, parce que, alors c'est l'époque des grands procès, c'est l'époque de cette paranoïa terrible, hein, voilà, le NKVD étant... Et on est persuadé que, en fait, Efron est un double espion pour la France, espion pour les soviétiques. Et ce qui n'est pas vrai, Efron n'avouera jamais, mais sera allègrement torturé. Et Marina Tsvetaeva donc se retrouve dans des conditions là absolument terribles avec son petit garçon Moore. Et l'histoire revient encore sur le devant de la scène avec désormais la Deuxième Guerre mondiale qui éclate. Moscou est bientôt sous le risque d'être maintenant sous les bombes. Marina Tsvetaeva a très peur pour son petit garçon, elle part donc se réfugier dans une petite bourgade du Tatarstan. Et il faut reconnaître que Tsvetaeva est dans un état catastrophique au niveau moral. Elle est dans une espèce de dépression totale et elle décide le 31 août 1941 de mettre fin à ses jours. Pour terminer l'histoire tragique de cette famille, la petite fille adorable qui est là à droite, Arianna, va être elle-même condamnée à 15 ans de camp. Efron sera exécuté dans les caves de la Lubyanka en octobre 1941. Et le petit Moore, donc Georges qui est au milieu, lui va s'engager, car c'est aussi un patriote comme son père, il veut aller défendre l'humanité contre les fascistes, et il tombera sur les champs de bataille de Biélorussie en 1944. Il ne reste de cette famille en fait que la sœur que vous avez tout en bas, à gauche, Anastasia, qui elle aura un rôle important, puisque c'est grâce à elle, en 1992, que verra le musée Marina Tsvetaeva, que vous avez là, qui est la maison de Marina à Moscou, qui est aujourd'hui donc le musée Marina Tsvetaeva. Et donc, très rapidement, pour donc revenir sur cette Phèdre, qui est un ovni un petit peu dans la littérature de Marina Tsvetaeva. Donc nous sommes dans la période pragoise, 1922-1925, et je pense qu'on peut dire que c'est la période la plus extraordinaire, la plus riche en termes de création
pour plusieurs raisons, j'en donnerai une ou deux. La première raison, c'est de dire que déjà, Tsvetaeva, à l'époque, en 1922, est un auteur qui a atteint sa maturité. Elle a énormément créé déjà. Elle a des centaines de poèmes, et indéniablement, elle arrive vraiment, elle a trouvé son propre style, sa propre maturité. Deuxièmement, ce qui fait que Tsvetaeva est aussi c'est naturellement la rupture. Ces années extrêmement violentes qu'elle a vécues à Moscou, et tout d'un coup, ce retour de la liberté, ce retour d'être de nouveau dans un pays comme la Tchécoslovaquie, qu'elle va beaucoup aimer, avec de nouveau une espèce de quiétude de vie, je pense, va être aussi quelque chose qui va totalement lui permettre de trouver un nouveau souffle créateur. Et troisièmement aussi, Marina Tsvetaeva est quelqu'un qui est très personnel dans sa manière d'écrire. Naturellement, Florian a parlé de poésie lyrique, elle écrit vraiment des choses très profondes mais qui viennent d'elle. À partir du moment où elle est à Prague, Tsvetaeva va passer des journées entières à la bibliothèque de Prague, à la bibliothèque universitaire, et elle va repartir dans les grands mythes fondateurs. Elle va se plonger dans la Bible, elle va se plonger dans les grands mythes grecs. Elle veut donc revenir vraiment aux sources de la culture occidentale, de la culture européenne, et ça va lui donner effectivement tout à fait un nouveau souffle. Il y a aussi autre chose, parce que Phèdre, vous allez le voir tout à l'heure, fait partie de ces œuvres. Alors, on dit bien que souvent l'amour est un grand thème chez Tsvetaeva, indéniablement. Tsvetaeva est une grande amoureuse. Et elle a toujours écrit des choses, bien sûr, liées à ses propres émotions. C'est une femme passionnée. Mais là, on passe un cap. Et là, vous êtes dans un amour qui va devenir brûlant, mais un amour sacrificiel. Et là, tout d'un coup, à partir du moment où vous avez que ce soit le gars, que ce soit le poème de la montagne, le poème de la faim, Phèdre, Ariane, là, on ne parle pas d'un amour passager, on parle d'un amour qui brûle, on parle d'un amour qui va jusqu'à la mort. Et là, indéniablement, on ne peut pas non plus oublier que c'est pendant cette période que Tsvetaeva va vivre des grandes passions amoureuses. La grande passion amoureuse de sa vie, qui va être pour un des amis d'Ephron, qui va être un amour totalement sacrifié, parce que bien sûr, Ephron va être au courant de cet amour à d'Esther, qui sera avec Konstantin Rodzievich, qui est un jeune homme qui a priori n'a rien pour plaire à Tsvetaeva, a priori, quand on voit ça, mais elle en tombe absolument follement amoureuse. Je vous conseille d'ailleurs aussi ces lettres à Rodzievich, qui sont parmi les plus belles lettres d'amour qu'on puisse écrire. Et là, Tsvetaeva rentre dans une passion absolument terrifiante, et tout cela, vous allez le voir, va se refléter dans ce texte, là aussi, où il est question d'amour, mais aussi de mort. Donc voilà, en quelques mots, mais déjà, j'en ai déjà dit beaucoup, et ce texte théâtral, donc simplement pour compléter ce qu'a dit Florian, donc ce texte appartient à une trilogie. Le premier texte qui est paru, c'est Ariane. Il est paru à Prague. Le deuxième texte, donc Phèdre, elle va attendre un petit peu, elle le publiera en 1928 à Paris dans une revue qui s'appelle Les Annales Contemporaines, qui est une revue russe. Et le dernier volet ne verra jamais le jour, il devait s'intituler Hélène, et faire partie d'une trilogie qui s'appelle La colère d'Aphrodite. C'était ça le titre global de cette trilogie. Et donc cette dernière pièce ne verra jamais le jour. Assez surprenant, parce que en général, Tsvetaeva va au bout de ses projets. Sûrement la plus grande chose, c'est peut-être la grande déception de Tsvetaeva de voir que le texte justement de Phèdre a été seulement publié dans une petite revue, et que globalement, son conte, qui est aussi Le Gars, ne sera jamais publié en français, alors qu'elle l'aura retraduit en français, qu'un des plus grands peintres russes va l'illustrer, qui est Natalia Goncharova, et malgré tout cela, ce texte n'est pas publié. Et je pense que Tsvetaeva est indéniablement profondément déçu, et décide donc de mettre un terme, malheureusement, à cette trilogie, donc, qui devient seulement une œuvre en 2 actes globalement. Je vous remercie. Merci Florent. Merci beaucoup pour toutes ces explications et toutes ces informations précieuses. Alors, avant peut-être de lire l'acte, ce que je n'ai pas dit,
c'est que Phèdre a déjà été traduite en français il y a maintenant une trentaine d'années, et qu'aujourd'hui, comme beaucoup de textes du reste, il était nécessaire de retraduire ce texte, de reproposer au public ce texte, puisqu'il était totalement indisponible sur le marché. Donc, je le rappelle, c'est une traduction de Florian Voutève, et maintenant, nous allons vous lire le troisième acte de cette pièce qui est en 4 actes, qui est un souffle poétique magnifique, et j'espère que nous aurons la force de Tsvetaeva pour vous montrer la qualité et du texte de Tsvetaeva et de la traduction qui vous en est proposée. Je vais vous présenter vite fait les protagonistes et leurs interprètes. On va commencer par le rôle titre, celui de Phèdre, que va incarner notre chère Mona Azam, qui vient de vous présenter son sablier des mots. On va voir si la Phèdre qu'elle va interpréter va trouver les mots appropriés pour déclarer sa passion amoureuse au fils de son mari, Hippolyte. Je continue avec les rôles féminins. Il y a celui de la nourrice de Phèdre, moi qui ne me prends pas au sérieux, mais je prends très au sérieux tout ce que je fais. Je m'en charge, et on fait un peu comme dans les théâtres shakespeariens, comme dans le théâtre shakespearien, ou même ceux de l'Antiquité, où les hommes interprétaient, pas parfois, mais exceptionnellement, les rôles féminins. Et quant aux messieurs, le directeur éditorial de Vibration Édition, Jean-Marc Collet, va incarner le jeune Hippolyte, et son fidèle serviteur sera interprété par notre cher Florent Delporte. Le titre du troisième acte, L'aveu, résume ce qui va se passer dans cet acte. En pleine nuit, on est dans la forêt pas loin d'Athènes, dans le repère d'Hippolyte, qui écoute le récit de son fidèle serviteur, évoquant la fin tragique de sa mère. C'est l'Amazone Antiope, qui était l'épouse captive de Thésée. Et les troupes amazones, pour se venger, assiègent Athènes, et Antiope est amené à combattre sa propre race pour sauver l'héritage royal de son fils Hippolyte, la cité d'Athènes, sur laquelle Hippolyte est censé régner un jour. La conversation entre les deux hommes est interrompue par l'irruption de la nourrice qui apporte la lettre amoureuse de Phèdre, destinée à Hippolyte, et après elle, à son tour, Phèdre, qui est décidé de déclarer sa passion amoureuse à Hippolyte. Oui. Tu n'oublies pas les 3 coups. Pardon? Tu n'oublies pas les 3 coups. Oui. Il n'y a pas de superstitieux. Et on va imaginer que c'est une tablette de cire qui permettait dans l'Antiquité grecque aux gens lettrés de s'exprimer par écrit. Donc ce sera la lettre amoureuse écrite par Phèdre que la nourrice va transmettre à Hippolyte. Sur ce, je peux donner la parole à Hippolyte et à son fidèle serviteur. Flèche aiguë, sang qui ruisselle. Voilà. Reprends tout, fidèle témoin. Les rangs se resserrent. Le sang gicle. De ta mère, la blessure est trop profonde et elle n'est plus de ce monde. Antiope, jeune arbuste, l'indocile épouse fruste de Thésée, la triste mère d'Hippolyte. Que poussière sont ses yeux, son corps, son âme, elle n'est plus. Depuis, ma flamme s'assagit. Les années passent, 2 fois, 7 ans, tout s'efface. Or, je la revois guerrière. Côte à côte avec ton père, elle combat sa propre race d'Amazone, la menace de ses sœurs haïssant les hommes, reine, ennemie dans son royaume. Le majeur et l'annulaire se disputent, ultime guerre, paume et doigts prenant les armes. Au bout de 3 ans de larmes, fille de race agile et dure, elle met sa brillante armure.
Chaque poitrine se déchire, et plus qu'un cœur qui soupire. Partout, un lourd souffle pèse, souffle ravivant les braises des deux camps. Mais quel carnage! Je t'assure, malgré l'âge que j'ai, toujours je grelotte en revoyant côte à côte avec ton père une reine qui tend l'arc, sa propre veine lui servant de corde leste. Levé vers l'azur céleste, l'arc se tend et se dessine comme un saint, et il fascine hommes et dieux. Les flots bousculent l'esquif. Regard brave et nul, tout en elle se mobilise avec tout son corps. Elle vise aux hommes, aux dieux comparables. Avec son carquois semblable à la corne d'abondance, elle éclipse la pluie dense de leurs flèches, brave et fière. Elle tend son arc et le serre contre son sein d'Amazone, tellement fort que tout fusionne, et il semble que ses flèches partent de son cœur revêche. Meurtrière, elles jaillissent prestement, sans cesse, et tissent une toile. Est-ce un tissage ou un combat qui fait rage? Flèche après flèche, une lionne près du roi? Non, elle étonne les dieux même, cette guerrière, côte à côte avec ton père, préférant les flèches aux vices pour son roi. La génitrice l'a fait pour son fils unique, pour son héritage attique. Elle est morte, jeune et belle, combattant en fille rebelle la tribu qui est la sienne, pour son fils et son Athènes, sacrifice d'une pure mère. Sans progéniture, sans descendant, je mourrai, quel chagrin. À la lignée de Thésée, je mets fin, ce vieil arbre d'illustres ancêtres, tout comme je ne pourrai pas transmettre à mes fils un fougueux sang maternel. Force, exploit, sans devoir paternel, sans remplir des berceaux, je suis la terre qui engloutit et mon père et ma mère. Mais voilà mon souci le plus cruel, ce pays, non, ce rayon de miel qui m'est offert par le sang de ma mère, tout comme la sueur de mon père. À quel fils? À qui donc, entre les mains, vais-je pouvoir le remettre demain? Sur l'homme sans enfant, orphelin, crache, car celui qui en a fait, même un lâche, même une rosse, lui, c'est un dieu. Celui qui n'en a pas n'est qu'un pouilleux, dévoyé. C'est une vieille ritournelle. Grognon, même un gosse fuit la mamelle. Mais quand il goûte à ça, il est gourmand. Toi aussi, plus affamé qu'un enfant, tu vas téter. Comme les autres, tu râles. On injurie. Après, on se régale. On se hérisse, puis on est couché. On déglutit après avoir craché. Toi aussi. Sur son sein irrésistible. Tout ira mieux pour toi. C'est impossible. Je hais les femmes, leurs boucles tressées, quels serpents. Comme ma mère haïssait les hommes, toutes ces chattes dévorent les souris. Tu oublies ou tu ignores qui tu es, fils d'une femme. Aiglon, d'une aigle là-haut, regarde, et non fils d'une femme aux fesses lourdes. J'espère, c'est clair, haïr les femmes et son contraire, haïr les hommes, ce fatum scellé, dans ma lignée m'est transmis par le lait. Tu as raison, petit malin, qu'il est bête. Moine ou ivrogne, le lait tous le tête. Tous le lait blanc, c'est lui qui nous tient. C'est le lait lui seul, c'est lui que tout vient. Le monde entier reste sous son empire. Mon maître, j'ai quelque chose à te dire, mais à l'oreille, il faut bien l'ouvrir. Le secret, cette souris peut s'enfuir. Oui, tes oreilles, c'est pas une paire, 5 ce serait mieux. Tout ça, pépère, ne te regarde pas, reste en retrait. Tends l'oreille, mon maître, viens là plus près. La fraise est mûre, vas-y, cueille-la vite. Pour le fils de Thésée, pour Hippolyte, en secret. Ah, mais quel mot répugnant. À Zeus, un temple, c'est ouvertement qu'on le construit. Un repas sans poison, on le cuisine avec ses compagnons. Même un trésor dans la terre,
enfouie, sous nos pieds teinte, attire l'ouïe, toujours elle cherche le jour, la candeur. Dans un piège, jamais le chasseur ne tombera. Aucun lit conjugal n'est subreptice. Un ennemi loyal, il vise en face. Seul un charognard vit en cachette, et seul un paillard doit rougir. L'aveugle, privé du jour, ses yeux vitreux le trahissent toujours. Le sourd-muet, son affreux grognement, le sol, ses noires racines fuyant vers l'arbre, cache-le, sombre forêt. Dans le bruissement des ramets transparaît la voix du sang innocent. C'est ça. Mais, quoi que cette lettre puisse enfermer, celui qui l'a écrit l'a fait pour rien. Des lettres sournoises, il n'en lit point, Hippolyte. Il va détruire cette tablette à écrire, cette cire qui prodigue trouble, calomnie, intrigue, tout ce qui est vapeur, brume, tout ce qui bouillonne, enfume, toute cachotterie obscure, qu'on ne dit pas, qu'on murmure, tout ce qui glisse et s'enlise, secret sombre, je te brise. Hippolyte, s'il se fâche, répond ainsi, qu'on le sache. Chut. Je rêve ou je m'enflamme? Dans mon havre, une femme, pieds nus, cheveux en cascade, tu te meurs ou tu te brades? Fais un peu de marchandage, tu te trompes de couchage, c'est un antre, pas un gîte. Rien que de mots, je fais vite. Friandise ou menace? Un mot, un regard fugace, un son, écho éphémère. Rien qu'un battement de paupières. Là, au nom de la déesse, sortie de l'écume, acquiesce, dis, tu dois me reconnaître d'un regard, mais tout mon être est vraiment, mes yeux sont... Ombre, tu m'inquiètes. Vraiment sombre et flétri, j'en étais sûre. Ton regard sur moi obscur s'arrêtait flou, indicible. J'ai rarement été sa cible. Ma beauté comme une éponge, la souffrance qui me ronge, l'abus, mais tu vois la fièvre, m'a laissé mes traits, mes lèvres. Non? C'est trouble dans ma tête. Du Nil appelé la crête, ton père un veuf dans la peine. Ma marâtre, toi, la reine, quel cauchemar, délire infâme. Comment de taiser la femme, j'ai pu l'offenser? Moi, piètre, l'oublier pleinement? Méconnaître pleinement, de loin, de près même. Il fait nuit et tu es blême, sans bandeau et sans coiffure. D'habitude, Mon murmure est si clair. comment me faire pardonner? Dans ma tanière, à cette heure où même la garde dort, pourquoi tu viens à garde d'un pas d'ombre qui... Chancelle, Qu'as-tu? une plaie mortelle. Pour prouver ta repentance, jure-moi sur l'existence avec laquelle je vais rompre d'écouter sans m'interrompre. Parole d'un fils. Je réclame celle d'un homme. Suis-je une femme? Ne dis pas de bagatelle, parole d'homme. D'un rebelle, fils d'Amazone. Olympienne, force, entends-tu? Moi, reine, j'entends, humble, en silence, je t'écoute. Tout commence. Par un regard dans les sentes, je me fourvoie sur la pente. Poussin myrte, écolière lisant très mal, sans repère, je m'embrouille. Tout commence par un son de corps, nuance de celui de coupes en cuivre et de lèvres qui m'énivrent. Je suis saoule, je m'embrouille. Myrte, craquement sourd, je fouille. Du buisson, un dieu d'albâtre sort. Mon cœur se met à battre, comme s'il soulevait une immense pierre. Par toi tout commence, son de corps, de cuivre, vague, bruit sylvestre. Tu divagues. Branche, flèche, laisse nuire ton image. Je délire, moi, Les rumeurs assassines, pas les lettres. j'hallucine. Pour toi, mon bercé paisible, les vales crétois. Est-ce possible? Pour les autres, imprenable comme une perle ineffable dans mon cœur qui s'étiole. Je t'abrite. Ma parole,
fruit délicieux, je te porte dans mon sein. Parole forte d'un fils. Je meurs sans scrupule. Ces étoiles! Ces trous qui brûlent. Mon bel arbre, roche exquise, boucle douce. Tignasse qui frise. Mais raisonne-moi, l'idiote, moi, jalouse de ta grotte tapissée de peau de daine. Bel arbre, ombre sereine, la soif, c'est toi qui t'étanches. Moi, je mets en feu tes branches, dans ma peine et dans ma rage, les soupirs, tue les feuillages, tu t'y perds, tes joues rougissent. Soupir, feuilles qui se flétrissent, l'arbre sans feuilles, il expire, bruit de feuilles. Quelqu'un soupire, quelqu'un suffoque, agonise. Moi, radieuse, ombre grise, rien sauf le lit d'Hippolyte n'a de sens. Il tue très vite. Aux enfants, ça donne à rire, sans qu'ils visent et sans qu'ils tirent. La joie des nuits conjugales avec toi serait frugale. Pour ma faim, la nuit, trop brève. Le réveil, mes feintes aux rêves. On rechigne, on se lève pour un quotidien sans trêve. Viens, mon rêve, pas nocturne, mais éternel, taciturne, infini, pleurer douceâtre. Là, ni beau-fils, ni marâtre, ni péché, ni enfant même, ni vieillard, ni leur troisième femme, une seule fois, l'attente m'enfièvre, tant que nos bras seront là, et nos lèvres cueillons la nuit silencieuse et obscure. Un mot, rien qu'un mot, un seul. Ordure. Merci de votre écoute. Voilà, c'était donc le troisième acte de cette Phèdre traduite par Florian Routhève. J'ai peut-être pas précisé que cet ouvrage est donc disponible chez Vibration Édition, et c'est une version bilingue. Vous y trouverez donc le texte russe et le texte français à la fois. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas ne pas récompenser mes collaborateurs. Alors, évidemment, si vous aviez des questions à poser à notre traducteur, n'hésitez pas. Et avant de se quitter, j'ai une petite surprise à vous proposer également. Mais je laisse Florian nous gâter. Merci. Hippolyte te remercie. Phèdre te remercie. Un seul mot. Rien qu'un seul. Je ne dirais pas ordure comme Hippolyte. Elle est divine. Chers amis, est-ce que vous avez des questions peut-être à l'adresse de Mona ou bien à l'adresse de Florent ou Florian? N'hésitez surtout pas. Mona, oui. Question pour Mona. Tu as quitté Liban quand et est-ce que tu as commencé à écrire là-bas? Non. En fait, j'étais à Beyrouth de 1993 à 2003. C'était en pleine guerre. Oui. En quittant Beyrouth, je me suis promis qu'un jour, j'écrirais sur Beyrouth. Et il m'a fallu 10 ans pour pouvoir commencer à écrire Beyrouth. C'était dans mon premier roman, Sur l'oreiller du sable. Beyrouth, c'est une blessure, je pense, qu'on porte en soi et il n'est pas simple d'extérioriser. Je pense qu'il faut un temps où on accepte que cette blessure fasse partie intégrante de nous et qu'on fasse la paix finalement avec elle. Mais c'est un pays qui nous hante pour toujours. C'est une malédiction et c'est une bénédiction à la fois. Donc il m'a fallu 10 ans à mon retour de Beyrouth. Et tu es retourné récemment pour voir ce que se passe là-bas. Alors je devais être au Salon du Livre de Beyrouth en novembre 2019. J'étais invitée au Salon du Livre de Beyrouth. Malheureusement, les événements, les manifestations ont commencé. C'était la première fois qu'il y avait un soulèvement populaire au Liban, sans distinction de croyances religieuses.
Et depuis, je n'ai pas pu retourner à Beyrouth, puisqu'entre-temps, la situation s'est dégradée. Je pense que ce pays a beaucoup trop souffert et qu'il serait temps que les Libanais eux-mêmes construisent leur propre destin. Et j'ai foi en la nouvelle génération libanaise, qui est quand même une génération assez cultivée, très diplômée, et qui n'a pas connu la guerre. Et je pense que c'est important. C'est une génération qui n'a pas connu la guerre. Oui, mais cette révolution, soi-disant, de la jeunesse, comme en Égypte, était absorbée par qui? Ah, Je pense que les enjeux internationaux dépassent le Liban. De toute façon, il n'y a pas eu de guerre libanaise. Il y a eu les guerres des autres qui se sont jouées sur le territoire libanais, tout simplement. Le Liban n'a jamais eu de guerre propre à lui. Malheureusement, il a payé le prix pour tout le monde. Et c'est pas fini. et cette révolution avait un leader parmi ces jeunes. Au départ, non. Ah, Au départ, c'était un mouvement purement citoyen. Maintenant, je pense, ça a dépassé le contexte citoyen, puisqu'il y a, comme partout dans le monde, toujours une récupération politique. Tout simplement. récupéré par qui? Je ne saurais pas le dire. Si vous savez, dites-le moi. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à poser à Mona ou à Florian? Et si vous n'avez pas de questions, je révèle la surprise. Nous avons le bonheur d'avoir ce soir avec nous Watson Charles, qui était l'invité l'année dernière à Voix Vive, et il va nous lire quelques textes de Le Sablier des mots. Vous m'entendez? Bon, je vais lire quelques textes de Mona Azam, de son dernier livre chez Vibration, Le Sablier des mots. Ne vivre qu'avec des rêves, c'est se tuer réellement tout en rêvant l'immortalité. Brisure. Les secondes s'évaporent comme un nuage de nuée qui se brise à l'aurore en un fragment d'éternité. Baudelaire. L'oubli est une ivresse qui se gave de douceur, et l'ivresse est une tresse qui se défait en silence. Afrique. Ton ciel de saphir, tes nuages de cire, ton martyr, je suis né pour te dire. C'est pour toi. La déroute est une route où commence à Beyrouth. Merci. vous êtes haïtien? Vous êtes haïtien? Ah, Écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés avec, j'espère avec grand plaisir, avoir découvert des choses, avoir eu envie de découvrir le recueil de Mona, d'avoir envie de lire Phèdre en version française. Je suis très heureux que vous ayez participé à cette rencontre et je vous invite à nous retrouver éventuellement sur notre stand ou à venir discuter avec les traducteurs et auteurs. Merci beaucoup, merci à vous. Belle soirée. Watson. Tu connais Martine? Moi, tu sais. Non. Ah, oui. Pareil. C'est là. On va faire. Marché 2. Ah oui, oui, la poésie. Oui. Merci.
Je peux pas l'arrêter. Oh là, il est chaud.